c'est pas forcément quelque chose qu'on sait, c'est pas forcément quelque chose qu'on enseigne, c'est pas forcément quelque chose de très connu non plus, mais en réalité, toutes les grandes idées philosophiques, toutes les grandes idées politiques, ça vient de France. Toutes les idées qui agitent le monde à l'heure actuelle trouvent leur origine en France. C'est vrai aujourd'hui, mais c'était vrai hier, c'était vrai avant-hier, c'était vrai avant-avant-hier. C'est vrai depuis que la France est France. La France a le monopole des théories philosophiques et politiques. Donc, on a tendance à croire faussement que le monde des idées est dominé par les Juifs, les Germains, les Anglo-Saxons surtout, les Hollandais. Mais non, en fait, tout vient de France. C'est toujours un Français qui, en premier, a pensé la chose. Et c'est presque toujours un étranger qui va s'emparer de cette pensée, qui va l'ordonner, qui va la structurer, et surtout qui va la mettre en pratique. Le Français a des idées, mais c'est le bordel, il ne les structure pas vraiment, et surtout il ne les met jamais en pratique. On va voir ça. Quand vous allez voir le juif, l'allemand, l'anglais, qu'aura laissé son nom à la pensée en question, ou au système politique en question, puis que vous lui demandez mais comment il a eu cette idée, comment ça lui est venu, quand est-ce que il a posé la première brique de son édifice, systématiquement il va avoir le regard dans le vide comme ça, plein de nostalgie, puis il va dire je me baladais à Pigalle, au détour d'une rue, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Bernard ou Marcel. Il va dire qu'ils sont allés boire des coups ensemble et puis qu'il y a eu une discussion et puis que il a eu l'illumination, quoi. C'est là que le truc a germé dans sa tête et c'est toujours comme ça que ça se passe. Je vous ai fait une petite liste de toutes les idées qui sont nées en France et qui ont fait péter la planète, quoi. Mais au départ, ça vient de France. On va commencer par le socialisme, le communisme. Si on devait essayer de comprendre d'où ça vient, on tomberait sur les utopistes français comme Fourier, comme Proudhon, par exemple. Proudhon, Marx, il avait plus rien à faire. Il a juste eu à copier Proudhon. Il a fait quelque chose de plus à l'allemande, quoi, de plus théorie économique, de plus universitaire, de plus carré, quoi. Il en a fait 3000 pages. Mais en fait, tout était déjà dans Proudhon. La psychanalyse, l'étude de la psyché, c'est pareil. C'est Charcot qui a inspiré Freud. Freud, après, il a développé le truc à l'infini, et puis il y a incorporé ses propres névroses, mais toute la psychanalyse est déjà dans Charcot. Le libéralisme, ça peut paraître dingue de dire ça, tellement la France n'est pas un pays libéral, tellement quand un Français parle de libéralisme, c'est n'importe quoi, mais pourtant, on attribue ça à John Locke. John Locke, avant d'écrire son bouquin, il était en France, il a passé des années en France, il avait des potes français, et il s'est gavé de philosophie française, dont Descartes. Et puis après, il est rentré dans son pays, en Angleterre, puis il a vu que c'était le bordel, il s'est dit, je vais écrire un bouquin, et ce bouquin est complètement inspiré par les idées qu'il a connues en France et les échanges qu'il a pu avoir avec les Français. Le wokisme, l'idéologie woke, maintenant c'est le terme générique consacré, mais les droits LGBTQ+, le néo-féminisme, la théorie du genre, c'est quand même quelque chose qui agite assez profondément la planète en ce moment. Tout ça, c'est un truc, mais en France, on connaît ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Tout ça, c'est inspiré des penseurs du marxisme culturel des années 50, 60, 70 en France, les Foucault, les Sartre, les Simone de Beauvoir, tout ce que vous voulez. Chez nous, on n'en avait rien à carrer, quoi. Tant que ça restait en France, ça posait strictement aucun problème à personne. C'était même plutôt assez intéressant. Puis le jour où une lesbienne féministe américaine, elle a lu 3 pages de Foucault, ça lui a fait péter la tête. Elle a commencé par exploser l'Amérique. Puis ça nous revient en boomerang, complètement déformé par les Américains. Mais à la base, ça vient de France.
Le New Age et sa variante sécularisée qu'on appelle le développement personnel et qui a complètement inondé le monde moderne, le monde occidental moderne, et même pas que le monde occidental, le monde entier, le New Age, toutes ces nouvelles spiritualités où il faut croire en soi, où il faut s'accomplir, on pense que ça vient de Blavatsky, que ça vient de Carl Gustav Jung, que ça vient de l'école des Halles aux États-Unis, mais en fait, tout était déjà là. C'est les occultistes français qui avaient déjà tout théorisé. On s'en foutait. Et il a fallu que les Américains s'en emparent pour que ça devienne un truc de malade. Le fascisme, ça vient de France. Ça vient pas de Mussolini. Mussolini, il n'a fait que s'inspirer des théories d'extrême gauche, du syndicalisme révolutionnaire et d'extrême droite de la fin du 19e en France. Et puis ça débattait de ça. Et puis un jour, Mussolini, il s'est emparé de ça, il a fait un petit mix, un petit gloubi-boulga, puis il a fait le fascisme. Le nazisme, c'est exactement la même chose. C'est pas Hitler qui proclame que la race aryenne est la race supérieure. Ça vient de l'essai sur l'inégalité des races humaines de Gobineau. Hitler n'a fait que pomper ce que disait Gobineau. Le scientisme, le rationalisme, l'idée que seule la science détient la vérité, que le monde se limite à ce qui se compte, se dénombre, se démontre, qui donne la pensée zététique, etc., etc. Ça vient de France, c'est Descartes. L'évolutionnisme a quand même été une révolution philosophique, mais on connaissait déjà ça en France. On l'avait déjà, l'évolution des espèces. Buffon avait déjà tout formulé, et Darwin, il s'est contenté de faire ça un peu plus propre, quoi. L'écologie, ça vient de France, le porno, ça vient de France, la sapologie des Congolais, ou le hipstérisme des néo-urbains, tout ça c'est inspiré du dandysme français. Le traditionnalisme, la redécouverte du symbolisme des anciennes religions, etc., c'est René Guénon. Après, ça c'est repris partout, c'est un auteur qui a inspiré le monde entier et qui est à l'origine de tout un tas de mouvements mystiques qui ont changé la face du monde. Le syndicalisme, c'est français. Le protestantisme, on dit que c'est Martin Luther qui un jour était pas d'accord à critiquer l'infaillibilité papale, mais en France on faisait ça depuis très longtemps. On regardait ce que disait le pape, on disait ouais, vas-y, on s'en bat les couilles, venez, on fait autrement, quoi. Et ça posait jamais de problème à personne. Il a fallu qu'un Allemand fasse la même chose pour que ça fasse un bain de sang en Europe. L'égalitarisme, le vivre ensemble, c'est français. Le complotisme, qui est quasiment la pensée mainstream aujourd'hui, hein, l'idée qu'il existe un complot, satanico-juif contre l'église du Christ ou je sais pas quoi. C'est une idée française. C'est Charles Maurras. Aujourd'hui, le monde entier pense quasiment la même chose. Il n'y a rien de plus commun que la pensée complotiste. Mais tout ça, à la base, ça vient de France. Vous prenez n'importe quelle idée. Vous regardez quel auteur en est à l'origine. Soit il va s'inscrire dans une filiation directe d'un auteur français, et donc la chose est référencée, elle ne se discute pas. Soit il a séjourné en France, d'ailleurs qui a séjourné en France, et puis c'est à son retour de France qu'il a commencé à pondre son bouquin, à faire ses trucs. C'est toujours comme ça. Voilà, vous pouvez essayer avec tous les mouvements de pensée les plus éclectiques et les plus disparates dans tous les domaines possibles, vous allez toujours retrouver ce schéma. C'est un monopole français. Voilà. Ça signifie que le français, il a un don, il a une capacité assez unique au monde à élaborer des théories, à créer des systèmes, à pondre des abstractions complètement cinglées, quoi. Et le français n'a pas besoin de faire d'efforts pour ça, il fait ça comme il respire. Chaque Français fait ça, de même manière qu'on achète notre baguette, c'est exactement la même chose, et ça ne prête pas à conséquence. On s'en fout, en France on peut faire ça autant qu'on veut, on peut élaborer on picole avec les copains, on élabore des théories, on a la terrasse d'un café, on mate des culs,
On raconte n'importe quoi pour se faire mousser, on raconte n'importe quoi pour essayer de choper des trucs complètement intellectualisés, débiles, pour essayer de choper de la gonzesse, parce que c'est un peu comme ça que le français chope, en se prenant un peu la tête et en essayant d'époustoufler les gonzesses. Et après, le français rentre chez lui, il boit sa soupe, il dort. Le lendemain, il a la gueule de bois, il a complètement oublié toutes les conneries qu'il a pu raconter, quoi. Ça, c'est exactement pour la même raison qu'on dit que la France est le pays le plus politique du monde. Mais la France, c'est pas le pays le plus politique du monde. La France, c'est le pays de la branlette intellectuelle. De la branlette intellectuelle complètement abstraite. Parce que de toute façon, le français peut dire n'importe quoi, peut raconter n'importe quoi. À la fin, au final, à la fin du fin, c'est un monstre froid administratif et politique qui va diriger son existence et qui décidera pour lui. Donc, le français peut dire tout ce qu'il veut, il a aucun souci de la cohérence, il a aucun souci de l'application de ce qu'il raconte, il s'en fout, il raconte que de la merde. Et de génération en génération, la France a créé un être spécifique, qui est le français, qui a cette capacité absolument surhumaine à se projeter dans des abstractions folles et à inventer tout et n'importe quoi. Le meilleur exemple, c'est les élections, quoi. Les élections en France. Alors, un an avant, le pays s'arrête de vivre et tout le monde y va de son petit refrain sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait pas faire. Et le point commun de tous ces gens-là, c'est qu'ils racontent que des conneries, ils sont tous à côté de la plaque, mais ils savent tout mieux que les autres. Et au final, ils votent pour le candidat le plus con, le plus débile, et toutes les conneries qu'ils auront pu raconter, ça n'aura servi à rien. Le français, c'est champion du monde pour pondre des utopies cinglées, élaborer des systèmes dysfonctionnels, créer des ismes, des mouvements, déclarer comme absolus des trucs complètement relatifs. Et puis voilà, c'est naturel chez lui, c'est comme manger un croissant. C'est dans son ADN. Et le français, lui, il refait le monde. C'est pour meubler la conversation, mais il n'y croit pas vraiment. Il n'y croit pas vraiment. Tout ça, c'est de la mondanité, c'est du spectacle. Ça n'a pas d'incidence. Ça n'a aucune espèce d'incidence. Le problème, c'est que quand on parle, les murs ont des oreilles, les gens nous entendent. Donc, il y a des étrangers qui nous entendent parler. Il y a des étrangers qui lisent les bouquins qu'on écrit. Et eux ne sont pas génétiquement conçus pour recevoir de telles informations, parce qu'ils ne sont pas français. Ils n'ont pas été habitués à ce poison français de dire de la merde. En fait, il y a que le français qui est capable d'ingurgiter autant de conneries sans que ça le rende fou, et qui est capable de dire autant de conneries sans que ça ait de conséquences. Mais les autres peuples sont pas prêts à ça. Imaginez, vous trouvez un chasseur-cueilleur, un pygmée, voilà, vous attrapez un pygmée, il est jamais sorti de sa forêt, ses ancêtres, ils sont jamais sortis de leur forêt, de la forêt depuis 5000 ans, vous l'attrapez, vous le foutez au milieu d'une ville, et vous lui faites bouffer des kebabs et des McDo tous les jours. Son corps, il va disjoncter. Le gars, il va choper des maladies, son corps, il va inventer des nouvelles maladies qu'on connaît même pas, parce que il est pas prêt. Il est pas prêt à recevoir ça. Et c'est exactement pareil pour un étranger qui rentre en contact avec un Français. Son cerveau, n'a pas été conçu pour ingurgiter cette nourriture psychique. Et ça va complètement le faire disjoncter. Donc t'as le Français qui parle, t'as le reste de l'humanité qui s'intéresse à ce que le Français dit, et surtout, ce qui est très grave, c'est que il va y croire en fait. L'étranger, il va croire à ce que dit le Français, il va dire putain, d'accord, alors essayons, alors faisons-le, quoi. Et c'est là que c'est le début des problèmes. T'as un gars issu d'un peuple complètement laborieux et sans nuance, il va commencer à théoriser le machin, à le mettre en forme, et puis surtout il va l'appliquer de manière bien conne et bien dogmatique, et puis à la fin ça va provoquer des guerres nucléaires, ça va provoquer des stérilisations de masse, des guerres civiles, des génocides. Mais faut toujours se souvenir que au départ, c'est juste Jean-Pierre dans un bar qui déconnait. Il racontait une connerie, il était en train de déconner. Prenons un exemple, mais je pourrais vous en donner 1000. Pol
Pol Pot, petit Cambodgien, débarque en France. Il commence à côtoyer des cercles français, à boire des coups avec des Français. Il rentre chez lui, il fait les Khmers rouges, le gars. Le système le plus taré qui a jamais existé dans toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il vide les villes pour foutre tout le monde à la campagne. Il tue tous les intellectuels. Il dit, bon, les gens, faut même pas qu'ils apprennent à lire. Il sépare les enfants des parents parce que la famille est la source de toutes les oppressions. Enfin, mais qu'est-ce qu'il fait, Pol Pot, en fait? Il a juste mis en application les idées qu'il a entendues dans les bistrots français. Tu prends 5 gars en France qui disent qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le monde aille mieux, bah ils diraient ah putain mais déjà les gens ils sont trop cons pour élever leurs gosses, faudrait prendre tout ça en main, ah vas-y tous ces intellos qui nous emmerdent, qui racontent des conneries, faut que ce soit les gens qui bossent, qui prennent les rênes, tu vois, toutes les idées ouf quoi. Et puis Pol Pot lui il les a juste mis en application au Cambodge, c'est tout. Ça fait des millions de morts mais voilà, c'est comme ça. Le communisme, moi franchement je vous le dis comment ça a commencé. C'est Ghislaine, elle était dans son usine de parapluies à Montmartre. Elle était dans son usine de parapluies à Montmartre. Elle se fait engueuler par son chef d'atelier. Elle est allée prendre sa pause, elle est allée au bistrot, elle a fait bah vas-y Roger, mets-moi un Ricard là. Tu sais quoi, tu sais ce qu'on devrait faire? Tous les prolétaires là, on devrait se réunir, faire une putain de dictature, attraper les patrons et les pendre par les couilles. Il y avait tous ces collègues qui étaient autour qu'on fait putain, Ghislaine tu te déchires. Et puis après Ghislaine elle est retournée à l'usine bosser avec ses potes puis elle a fermé sa gueule. Mais le truc c'est que il y avait Marx qui était en train de pisser dans les chiottes, il était en train de pisser un coup et lui il a tout entendu et il est rentré chez lui. En 3 jours, il avait écrit les 3000 pages du Capital, et le 4e jour, il était en train de te dessiner le plan du goulag. Alors, je caricature un peu, j'exagère, mais franchement, j'exagère à peine. C'est ça, l'étranger qui rentre de France ou qui a lu le bouquin d'un philosophe français. T'as sa femme qui vient le voir, qui fait mais Gunther, pourquoi tu veux tuer tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Greta, m'emmerde pas. Je reviens de Porte de Clichy là, j'étais à Porte de Clichy, j'ai rencontré un type formidable, j'ai un manifeste de 4000 pages à écrire, après je bute tout le monde, et ferme ta gueule. Donc j'ai un message à faire passer à tous les Français qui m'écoutent, au peu de Français qui restent, vous portez en vous un poison, vous êtes un poison, nous sommes, le Français est un poison pour l'humanité. Donc quand vous êtes à Erasmus, que vous essayez de choper de la touriste dans je sais pas quel bar, faites gaffe à ce que vous dites, parce que ça se trouve, il y a un Indien à la table d'à côté, un Thaïlandais, un Allemand, un Israélien, il va prendre des notes, et si ça se trouve, les conneries que vous êtes en train de raconter, dont vous vous souviendrez même plus demain, parce que vous serez en burn-out complet, et c'est la première brique d'une future guerre intergalactique. Donc faites très attention. Et puis pour les Français comme moi, qui sont amateurs de théories qui pourraient faire exploser le monde, si jamais elles étaient mises en application, en fait il faut s'abonner à mes contenus payants. Parce que les lives qu'on fait tous les mois avec Pierre-Yves Lenoble et les contenus privés que je produis, c'est des bombes nucléaires en fait. Faudrait surtout pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Voilà, j'espère que cet audio vous a plu et je vous dis à très bientôt.